Et c'est là, en fait, où on va souvent se rendre compte que nos structures, elles sont un peu rigides, elles sont un peu top-down, elles sont un peu pyramidales. Euh, Elles sont bâties pour un monde qui était statique, qui était prédictif, avec des marchés un petit peu clos. Sauf que ce monde-là, il existe de moins en moins. Ouais, j'aime bien ton idée de monde qui existe de moins en moins. Et je vais reprendre cette phrase d'Édouard Baird qui dit qu'on élève nos enfants dans un monde qui n'existera plus demain. Et est-ce qu'on peut pas un peu ça avec les entreprises? Bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié aux nouvelles formes d'organisation du travail. L'agilité, Scrum et les blockchains offrent des réponses novatrices dans un monde de plus en plus complexe et émergent. Mais quelle place nous réserve-t-elle à nous, les hommes, les femmes qui travaillons? Je suis François Faure et je présente Moondrop avec mon co-host Thibaut Viotte. Merci François de poser d'emblée le sujet qui nous passionne. Toi et moi, il y a une chose qu'on partage, la conviction que l'agilité alliée au Web3 offre un vecteur sans précédent historique d'opportunités économiques et humaines. Mais quelle forme ça va prendre François? Un rendez-vous mensuel où on vous propose de partir en reconnaissance avec nous, d'explorer ces nouvelles formes d'organisation, côté style, sans dogmatisme, plutôt avec pragmatisme et surtout bonne humeur. Thibaut, par quoi on commence? J'ai vraiment hâte de vous proposer le sujet du premier épisode. Est-ce que les DAO ne seraient pas le futur des organisations agiles? On va tout de suite commencer par des définitions. On a vraiment un objectif, nous, de clarté qu'on va essayer de tenir. Donc on va se poser la question de ce mot fourre-tout, on va dire, c'est quoi l'agilité? Alors, ouais, moi je suis un peu comme Thibaut, je suis un peu comme vous qui nous écoutez. En fait, j'entends tout et parfois pas le meilleur. On a parfois l'impression que l'agilité, c'est comme le café, quoi. C'est fait plus de trucs débiles, plus rapidement. C'est pas ça le sujet, voire pas du tout. L'agilité, c'est la capacité à exploiter le changement pour générer un avantage compétitif. L'idée ici, c'est de gagner, c'est d'atteindre nos objectifs business dans un environnement qui est de plus en plus incertain et complexe. C'est ça l'agilité. Génial, j'adore un peu, il y a un petit côté discours de consultant. Donc moi je suis dirigeant d'entreprise, ok, je vais te poser la question, mais alors qu'est-ce que je peux faire pour être agile? Bah ouais, et pouf, t'es tombé dans le piège du consultant, c'est-à-dire, en fait, ça a aucune importance d'être agile en soi. Vouloir être agile, bon, bah, on s'en fiche. Parce que quelque part, l'agilité, ça n'existe pas, hein, si on pousse le trait. Si tu prends une administration qui a 150, 200 ans, elle s'adapte, mais elle s'adapte juste avec des cycles de 50 ans ou de 30 ans. Euh, c'est pas sûr que ton organisation, elle survive avec cette lenteur-là. Tu auras envie d'être plus agile que. L'idée de l'agilité, c'est que tu es plus ou moins agile que tes concurrents à satisfaire ton marché, tes clients, tes utilisateurs. Mais c'est pas un absolu, c'est plutôt quelque chose qui est relatif et qui va t'aider à atteindre tes objectifs business. Ah, ça me parle, ça, les objectifs business. Donc l'agilité, c'est vraiment ça, c'est pour maximiser mes chances d'atteindre mes objectifs business. Alors, si je vous comprends bien, un peu dans un environnement incertain, complexe, la crise, la mondialisation, le Covid, on connaît absolument tous ça, quoi. C'est trop ça, c'est vraiment... t'as tout défini en fait quoi. Et on s'en fout d'être agile, on veut vraiment atteindre nos objectifs. L'agilité c'est vraiment notre moyen, hein, c'est vraiment juste un moyen. Ok, je t'arrête, c'est super. Ou pas, d'ailleurs, parce que moi, du coup, avec mes équipes, mais je commence par quoi exactement, là? Ouais, on est souvent démunis en fait quand on veut commencer vers l'agilité. Et une bonne façon de commencer, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Ça ressemble à quoi le succès pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre? C'est des questions qu'on a envie d'adresser ensemble. Et puis on pense souvent que ça va de soi. Or qu'en fait, non, hein. Et plus on est au clair sur ces objectifs communs, plus ça va nous aider. Est-ce qu'on veut générer un impact sociétal, financier, un peu des deux, ou juste satisfaire à mort nos clients? Tu veux dire que tu veux dire satisfaire le client jusqu'à la mort des équipes? Ouais, tu vois, ça, c'est pas du tout l'agilité. Ça, c'est plutôt un gros mytho. L'idée de l'agilité, c'est que c'est pas de travailler plus, hein. L'idée de l'agilité, c'est de travailler mieux, hein. Parce que quand on sait pas où on va, on a généralement peu de chances d'y arriver. Et c'est un peu le malheur en fait de toutes ces boîtes en fait qui sont pilotées à l'Excel.
En fait, aujourd'hui, elles sont très démunies face à des environnements qui sont de plus en plus mouvants, incertains, Ok, ok, complexes. ok, ok, ok. Ça y est, j'ai mon objectif. Voilà. Moi, ce qui me ferait kiffer, donc j'ai trouvé mon objectif, c'est de diriger une boîte de 200 personnes qui cartonne avec des salariés heureux. Et pendant qu'on y est, c'est d'être aussi épanoui. Voilà. Autant Alors qu'à après, faire. Ouais. ouais, tant qu'à faire. Voilà. Et puis bien sûr, voilà, moi, ce que je voudrais concrètement, c'est décarboner la France, aider les boîtes françaises à être une source d'inspiration culturelle et sociétale, permettre à allez, allons-y, permettre à tous les gamins d'avoir un anniversaire incroyable, résoudre le problème des pesticides et de l'appauvrissement des sols, voire même aider les individus à manger moins de sucre sans sensation de manque. Bref, j'ai tous ces objectifs. Euh, J'avoue que je me suis même perdu un peu moi-même en me disant, je fais quoi avec ça là? Bah ouais, alors déjà, on va travailler sur peut-être c'est quoi le focus le plus important pour toi, c'est quoi l'objectif qui est le plus important pour toi et tes équipes. Qu'est-ce qui vous rassemble le plus? Qu'est-ce qui résonne le plus avec vous? Qu'est-ce qui est le plus vrai pour vous? Et ça sera vraiment vers ça qu'on va aller. Et puis ensuite, ça va être comme au foot, hein, comme au rugby, au volley. En fait, tu vas créer un environnement et soutenir, nourrir, renforcer un environnement où tes joueurs, tes équipes, en fait, on va renforcer leur autogestion vers cet objectif commun qu'on a tous. C'est radicalement la même chose qu'en sport collectif, en fait, hein. Et c'est là, en fait, où on va souvent se rendre compte que nos structures, bah, elles sont un peu rigides, elles sont un peu top-down, elles sont un peu pyramidales. Euh, Elles sont bâties pour un monde qui était statique, qui était prédictif, avec des marchés un petit peu clos. Sauf que ce monde-là, il existe de moins en moins. Il est en train de disparaître dans un monde qui est de plus en plus incertain, complexe, où les choses émergent très rapidement. Ouais, j'aime bien ton idée de monde qui existe de moins en moins. Et je vais reprendre cette phrase d'Édouard Baird qui dit qu'on élève nos enfants dans un monde qui n'existera plus demain. Et est-ce qu'on peut pas un peu ça avec les entreprises? Et finalement, le monde qui existe demain, c'est un peu celui dont on va vous parler dans Little Things, c'est les fameuses DAO qui préfigurent potentiellement le futur de nos organisations. Alors, moi je parle de DAO, je sais parfaitement de quoi je parle ou pas, on va le voir plus loin. Ce sont ces fameuses organisations qui sont construites sur une blockchain plutôt que sur un système juridique classique, même si on va voir que ce n'est pas si simple. Et maintenant, on va se poser la question de savoir, ces fameuses DAO, est-ce qu'elles seraient la forme ultime des organisations agiles? Clairement, François, c'est quoi une DAO? C'est quoi la différence avec une société classique? Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de poser un peu la problématique. Alors, une DAO, ce sont des individus qui ont choisi de se regrouper, de s'autogérer dans l'atteinte d'un objectif, d'une mission qu'ils partagent, qui se sont choisis. Ils ont une cagnotte, Un peu comme les scouts, quoi. un peu comme les scouts, qui vont alimenter leur cagnotte au supermarché le samedi auprès des clients et qui ont choisi des règles de fonctionnement qui sont opérées sur une blockchain publique. Alors on est d'accord, ça peut être des scouts, ça peut être une organisation caritative, mais ça peut être aussi une entreprise de 100 000 personnes, hein. Alors, si on compare avec une société classique, traditionnelle, dont on a l'habitude, quand vous immatriculez votre société, vous enregistrez un objet social, un code APE, NAF, et donc vous allez la catégoriser. Donc vous allez dire, bah, moi je fais de la boulangerie, moi je fais du commerce, moi je fais de la fabrication métallurgique. Et vous êtes contraint par ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand le marché change et que vous allez vous adapter, vous allez inventer des nouvelles choses, vous allez adresser des nouveaux marchés, vous allez avoir un gros poids juridique parce qu'il va falloir changer toute cette structure, recréer des catégories, vous réenregistrer et tout ça. La différence avec une DAO, c'est que la DAO, elle est neutre, hein. Elle se fiche qu'on soit boulanger, électricien, promoteur de pub sur Internet. C'est pas son objet en fait, hein. Il n'y a pas d'objet dans une DAO. C'est juste les individus qui partagent une mission. Donc beaucoup plus d'agilité. Ouais. Et de l'agilité, on l'a vu que le monde est quand même devenu très complexe. On passera sur les Covid, les guerres, la mondialisation fameuse qui fait que aujourd'hui, pour adresser tout ça, il faut être un petit peu souple. C'est ça, on a vraiment une accélération, puis la technologie en fait accélère, accélère, accélère. C'est vrai que c'est difficile de se dire c'est quoi le marché d'Apple aujourd'hui. Ils font des téléphones, ils font des puces électroniques, ils font de la production de cinéma, c'est de la distribution de musique, c'est quoi le marché? Et c'est ça l'enjeu de nos organisations aujourd'hui. Elles sont multimarchés vers des objectifs
commun. C'est ce qui va rassembler les individus d'une organisation. Et là, on voit bien en fait que la structure de la DAO, elle colle parfaitement à cette nouvelle donne. Alors, le premier point qu'on pourrait utiliser pour comparer l'organisation un peu classique de la DAO, c'est la transparence. Dans une organisation classique, la transparence, bon, il n'y en a pas en fait. On va communiquer, si l'organisation est publique, peut-être une fois par an, les comptes de résultats. Mais bon, on n'a pas de, on n'a pas de résultats à l'instant T, on ne sait pas ce qui se passe entre ces deux prises de vue d'une année à l'autre. On ne sait pas qui prend les décisions, comment elles sont prises, comment sont affectés les budgets, comment les choses sont dépensées. Si vous prenez par exemple la Croix-Rouge, qui est une organisation dont on imagine en fait que l'objet en fait est d'aider les gens. Et apparemment, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas de raison de les suspecter. Par contre, on n'a pas de transparence. Quand vous faites un don, vous ne savez pas si ça va servir à payer une publicité ou à sauver une vie dans le pays X, Y ou Z. Alors, il y a eu quand même des gros efforts, tu cites la Croix-Rouge, mais je pense de toutes les organisations caritatives, là, depuis 20-30 années, et notamment de certains scandales humanitaires, de transparence de ces organisations. Donc, je suis moitié d'accord avec toi. Quel va être l'apport de la DAO sur cette transparence-là? Alors, c'est vrai qu'on est tellement habitué à l'opacité que celui qu'on nous dise un truc un jour et qu'on prenne ça pour de la transparence. Mais c'est pas ça la transparence. La transparence, c'est de savoir en temps réel et que n'importe qui puisse le savoir, qui a pris telle décision, où est passé mon argent et à quoi il est affecté. Et si on prend par exemple un autre exemple qui peut être comme Comeback Alive ou Ukraine DAO, ce sont des organisations caricatives au même titre que la Croix-Rouge, donc ont des objectifs qui sont similaires, qui vont équiper les individus, qui vont protéger des populations civiles, qui vont mener des actions de sauvetage. En fait, vous voyez en direct votre don circuler dans l'organisation. Vous voyez où est-ce que l'argent est affecté. Vous voyez les opérations, vous voyez les décisions qui sont prises. Vous avez accès à tout et en direct. C'est vraiment surprenant et c'est incroyable à voir ces flux qui sont complètement transparents. Concrètement, François, je vais te poser une question un peu naïve. Ça veut dire que si je fais un don à Ukraine DAO, je peux voir qu'il a servi à payer un taxi pour sortir quelqu'un d'une zone de guerre concrètement? Concrètement, c'est ça. Réellement? Réellement. Je peux suivre... En fait, c'est public et c'est sur la blockchain. Il n'y a pas moyen de tricher. En fait, on voit chaque transaction et toutes ces transactions sont publiques et sont accessibles à n'importe qui a envie de s'y intéresser. Et c'est vraiment un game changer. On ne se rend pas compte en fait de l'opacité dans laquelle on vit aujourd'hui. Et cette opacité, le problème qu'elle a, c'est qu'elle nous empêche d'être agile. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne sait pas ce qu'on est, quand on ne sait pas ce qu'on fait, même dans une organisation, quand on ne sait pas la réalité de qui prend les décisions et pourquoi, comment est-ce qu'on peut s'améliorer collectivement? C'est une vraie question. Or que quand il y a de la transparence, eh ben on se dit, ah, tiens, on voit qu'il y a un pattern qui émerge. Ah, tiens, on voit qu'on a fait ça, c'était pas forcément optimal. Tiens, comment on peut changer ça? Et puis, des gens de l'extérieur peuvent nous dire, eh, là, vous voyez, ça, c'est pas optimal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire? Ah ouais, t'as raison. Je le savais pas. Or, quand c'est opaque, personne n'en sait rien. Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Comment on peut maximiser nos chances de réussite dans un environnement complexe? C'est très compliqué. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'organisations aujourd'hui sont très challengées, notamment par leur opacité. Donc, si je résume, et on va peut-être terminer sur ce point-là, la transparence, elle va amener de l'agilité dans sa capacité à agir sur les choses, et les choses réelles, sur la réalité. Ouais, c'est ça. On est dans le dur, en fait. Alors, moi, je vais être transparent avec vous, puisqu'on est dans la transparence. On va attaquer, le sujet où je ne suis absolument pas à l'aise, celui de la décentralisation. Je n'arrive pas à me représenter ce que veut dire ce mot exactement. François, s'il te plaît, là, prends le relais. Moi, j'ai trop la pression, je me casse. Alors, les DAO peuvent être décentralisés ou pas. Donc, on va regarder ça. Ce qui est sûr et qui est toujours décentralisé dans une DAO, c'est l'infrastructure sur laquelle elle se repose, c'est-à-dire la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, c'est quelque chose qui se réplique partout sur la planète. Et donc, on ne peut pas la couper, en fait. C'est un peu comme l'Internet, en fait. On peut couper des câbles, mais le reste de l'Internet vit. Donc ça, c'est décentralisé, ça apporte une énorme résilience. C'est-à-dire que je ne peux pas couper la tête de l'organisation. C'est ça, la décentralisation. Ni le pied, ni le genou.
Ou alors tu vas couper un bout, mais l'organisation va continuer à exister et un nouveau genou va pouvoir pousser ou être inclus. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, comment les individus dans cette DAO s'organisent? Eh ben, ils ont le choix, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils vont pouvoir être très centralisés avec quelque chose de très dictatorial, top-down, ou alors un truc complètement ouvert avec un objectif X, mais comme on y va, les gens y vont avec ce qu'ils sont, hein. Ils font comme ils peuvent et comme ils veulent. Ça peut être très ouvert. Ou alors on a ce qu'on retrouve beaucoup, des DAO un petit peu mixtes, où en fonction des sujets qu'on adresse, on va avoir une forme d'organisation qui est la plus adaptée possible. Typiquement, quand vous avez une DAO qui fabrique des produits numériques, par exemple, évidemment qu'on est face à des enjeux complexes qui évoluent, qui émergent rapidement. Et donc, une partie décentralisée ici va être la plus efficace, parce que plus agile. Par contre, sur des choses qui sont très normalisées, qui ne changent jamais, qu'on doit exécuter toujours de la même façon, quelque chose de très centralisé avec beaucoup de contrôle sera plus opportun. Donc ça va être aux individus de choisir, en fait, voilà, par rapport à leur culture, au type d'enjeu qu'ils adressent, le niveau de décentralisation ou pas qu'ils veulent prendre, mais la structure sur laquelle repose la DAO, c'est-à-dire la blockchain, est, elle, profondément décentralisée. Si on prend un exemple, on va prendre deux banques, une banque décentralisée et une banque centralisée. Une banque centralisée, votre banque, ma banque, nos banques en fait, hein. Et puis on va prendre une banque décentralisée, il en existe plein. On va prendre par exemple l'exemple de AAV. Vous pouvez... Avec, il faut rappeler quand même, c'est qui est valorisé à plusieurs milliards de dollars. Je pense que c'est important de positionner aussi ces entreprises comme elles font, c'est des actifs de l'économique aujourd'hui. Oui, ouais, clairement, il y a des milliards et des milliards qui sont déposés dans AAV aujourd'hui. Il y a un volume de transactions qui pourrait parfois faire pâlir des banques qu'on connaît, en fait, hein. C'est des choses qui vivent, en fait, hein. Et puis qui se développent avec une croissance qui est assez impressionnante. AAV est une banque décentralisée. Est-ce qu'on peut appeler ça une banque? Je ne sais pas, mais en tout cas, AAV reçoit des fonds et prête des fonds. Et ce qui va faire en fait que c'est décentralisé, c'est que c'est la communauté, donc c'est les membres de la DAO, c'est tous ceux qui ont un jeton AAV, qui vont proposer des choses aux autres membres sous forme de vote. Et puis si le vote en fait passe, alors on fait cet élément-là. Et s'il est refusé, il est refusé. Et là, on voit bien en fait qu'on a quelque chose qui est profondément décentralisé. Soit la communauté a envie de quelque chose et on le fait, soit elle n'a pas envie et on ne le fait pas. Et la communauté a aussi cet objectif partagé. Ils ont un intérêt commun, donc ils vont le protéger aussi, cet intérêt commun. C'est pas parce que tout le monde peut voter que les gens votent n'importe quoi, parce qu'ils ont un intérêt commun, ils ont des intérêts financiers, philosophiques qu'ils veulent atteindre. Et normalement, ils votent en toute transparence en plus. Et complètement. C'est-à-dire qu'en fait, alors on ne sait pas qui est derrière un portefeuille, donc ça c'est aux gens à décider s'ils veulent que leur nom soit public ou pas, mais par contre on sait quel portefeuille a voté quoi ou a voté. Ouais. Ok. Je crois que c'est un peu plus clair pour moi la décentralisation parce que ce que j'en comprends, c'est que aujourd'hui, ça permet de continuer une activité même si des têtes tombent et ça permet d'organiser d'une activité d'un point de vue collectif. Ouais. Et en fait, on n'est pas contraint par nos habitudes et nos cadres habituels. C'est-à-dire qu'en fait, on peut créer une DAO au sein même d'une structure juridique. Vous prenez un opérateur télécom, on peut imaginer que les équipes de développement du produit A et B vont s'autogérer sous forme de DAO pour justement créer plus de transparence entre eux et plus d'efficacité. Ou alors, on peut imaginer des gens qui travaillent aux quatre coins de la planète avec des fuseaux horaires différents qui se révèlent être attirés par un objectif commun, quelque chose qui les passionne, qu'ils ont en commun. Ça peut être de l'art, de la technologie, ce que vous voulez, un impact écologique. Et puis qui vont se coordonner pour maximiser leurs chances d'avoir un impact. Et ils vont se former sous forme de DAO. Parce qu'il n'y a aucune structure juridique qui pourra de toute façon les porter. Ça n'existe pas un droit au-delà des pays, en fait, hein. Chaque pays a son droit. Donc là, ils ont une structure qui leur donne une transparence, un support pour exercer cette activité. La DAO, je veux dire un peu un raccourci, mais qui me paraît pas mal, c'est que finalement, elle adresse aujourd'hui la mondialisation. Oui, elle adresse la mondialisation et elle adresse l'accélération du monde. Ça ressemble à quoi le management dans une DAO, François? C'est compliqué à dire parce qu'il n'y en a pas vraiment. Pas de contrat de travail, pas d'entretien de licenciement, pas de blâme. Donc pas besoin de management. Personne pour vérifier à quelle heure tu arrives, quelle heure tu pars, si tu as le droit de partir en congé à Noël ou pas. Oui, alors effectivement, le management, il va s'assurer de la conformité des comportements des individus
ce que tu dis, hein, les horaires, l'accoutrement vestimentaire, le process, ou en tout cas le respect du process. Et tu as l'air de dire type d'action, ça n'a aucun sens en DAO? Disons qu'il y a des DAO qui pourraient appliquer ça, mais un, ça me paraît hyper compliqué, et deux, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de coercition possible dans une DAO. Tu ne peux pas menacer quelqu'un de perdre son contrat de travail, il n'y a pas de contrat de travail. C'est compliqué. Alors ok, mais alors comment on va se coordonner du coup s'il n'y a pas de règles? En fait, il existe beaucoup, beaucoup de mécanismes de coordination. Il y a énormément d'innovations sur ce domaine-là. On peut utiliser par exemple du vote, hein, avec des snapshots. On peut utiliser des bourses, en fait. Donc, on va attribuer un budget, des ressources à telle ou telle personne ou équipe. Puis, il y a plein, plein d'autres mécanismes. Alors tu parles de snapshot. Moi je trouve que c'est intéressant de rentrer dedans sans qu'on parle forcément des outils. On va expliquer le principe, hein. Ça permet tout simplement aux membres d'une DAO de proposer à tout moment un vote. Par exemple, vous souhaitez ajouter une fonctionnalité au produit qu'on fabrique, le membre va proposer un vote et s'il y a une majorité de votes, alors c'est acté. Ouais, on voit que ce qui compte dans ce type de logique, c'est vraiment le développement pour chacun de compétences en leadership. Alors justement, on va parler du leadership. Comment il s'incarne dans une DAO? Alors, un peu comme partout, sauf que là, on va pouvoir l'exprimer de manière plus pure, on va dire, hein, plus réelle, Gandhi, hein, carrément. Le leadership, c'est engager et nourrir des conversations entre nous, avec la communauté, avec les autres, sur nos objectifs, nos inspirations communes, ce qui résonne pour nous, ce qui est vrai pour nous, comment on se projette, comment on se voit, où est-ce qu'on a envie d'aller, ce genre de questions-là qu'on va nourrir pour faire en sorte en fait, qu'on soit de plus en plus synchrone, hein. Donc chacun va œuvrer à ce que les autres, ses collègues, les autres membres de la DAO, les communautés, puissent chaque jour prendre de plus en plus de responsabilités, tant des actions que des résultats. Et on va faire ça en améliorant l'environnement. Donc on voit vraiment que le leadership, c'est une remise en puissance des uns et des autres. Et dans une DAO, on ne peut pas faire autrement que de développer le leadership. Ok, donc finalement c'est une valeur plus facile à porter en DAO que quand on se bat pour un poste dans une structure classique. J'entends que le leadership, c'est une compétence que chacun développe et qui est utile à tous. Ouais, c'est ça. En fait, être un leader, c'est pas une fiche de poste, c'est pas un job, c'est une compétence en fait. C'est une compétence en leadership et n'importe qui peut l'exercer. Il n'y a pas besoin d'être en haut ou en bas, ça se joue ailleurs en fait. Et alors, je trouve que c'était important d'incarner un peu cette idée de leadership. Et je voulais te parler de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Est-ce que c'est un leader pour toi? Oui, un leader, c'est quelqu'un qu'on décide de suivre. C'est pas quelqu'un qui vous domine par la force ou la coercition, c'est quelqu'un qu'on décide de suivre. Parce qu'il va raisonner avec un socle de vision, de croyance. Donc c'est vrai que Vitalik, en fait, c'est le cofondateur d'Ethereum, qui est la seconde blockchain publique au monde, la deuxième plus grande, et qui porte en fait des centaines de milliards de dollars d'actifs. Donc c'est quelque chose qui est massif et qui est en constante évolution. Je ne sais pas si pour ceux qui font un peu d'informatique, vous imaginez un système qui ne s'arrête jamais, qui est constamment en train d'évoluer et qui porte des centaines de milliards de dollars. C'est un peu complexe. Donc concrètement, il n'a pas de poste formel et il n'a pas de pouvoir de coercition. Par contre, il y a des milliers de développeurs à travers le monde qui se coordonnent avec lui, car ils se sentent reconnus, ils se sentent inspirés par sa vision, il est utile dans ses débats, dans ses publications à la communauté, et donc du coup, on travaille avec lui. Voilà, en fait, le leadership. Donc, contrairement à un gourou, un leader, en fait, il est au service des autres, hein. C'est la grande, grande, grande différence. J'aime beaucoup cet exemple et je comprends bien. Mais finalement, je pose la question de manière toujours un peu naïve, mais est-ce que c'est pas réservé à une élite numérique? Alors, en DAO, c'est vrai qu'on a une culture de l'anonymat qui est très valorisée. C'est pas obligatoire, mais c'est très valorisé. Vous pouvez être complètement anonyme. Tout est fait pour. Et justement, pour nous libérer des discriminations, notamment sur le sexe, les origines géographiques, l'âge, la couleur de peau, et j'en passe, en fait, hein. Après, c'est vrai que l'outillage reste un peu complexe à prendre en main. C'est un peu un trou de lapin, mais ça s'améliore et ça bouge très, très, très vite. Donc, ça devient de moins en moins technique pour le coup. J'aime beaucoup cette expression de trou de lapin. On voit tout à fait de quoi on parle. Alors, moi, si je comprends bien, c'est que en DAO, ton CV ou votre CV, ça va être les transactions et activités de ton portefeuille.
votre participation à des événements, finalement, c'est ce qu'on va regarder dans la DAO, c'est qu'est-ce que tu as fait et non pas qu'est-ce que tu es. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a même c'est assez rigolo, il y a même des applications qui vous mettent des scorings si vous avez été là dans des moments durs, si vous avez participé à des votes historiques. Ouais, c'est vraiment ça, c'est ce que tu as fait, hein, et pas qui tu es. Ah, c'est intéressant ça. Et alors, quand même, tu t'évoques le côté sans discrimination, mais moi, ça me ramène aussi à quelque chose, cette liberté-là. Est-ce que finalement, les DAO, elles vont être compatibles avec la réglementation du travail? En fait, on ne peut pas dire qu'elles soient compatibles ou incompatibles, elles sont complètement agnostiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les organisations dont on a l'habitude, les organisations traditionnelles, elles sont très, très discriminantes. Quand on considère les 4 à 7 entretiens d'embauche en fait, qu'il faut pour peut-être avoir un poste chez Google, dans une banque, dans une administration, au moindre de ces entretiens, si votre tête ne revient pas à quelqu'un, vous êtes dégagé. En fait. C'est très discriminant. Et c'est difficile avec ce genre d'organisation, de structure-là, de ne pas créer des clones de soi-même. Globalement, on va recruter les gens qui nous ressemblent. Du coup, en fait, les DAO, en fait, il faut plus les voir en complément. C'est-à-dire, par exemple, pour une organisation qui a une ambition internationale, du coup, c'est beaucoup plus facile d'être global, de scaler. Ou alors, au sein même d'une structure juridique traditionnelle, des équipes peuvent, en plus, s'auto-gérer, s'auto-organiser en DAO. Oui, alors là, on passe sur la notion de globalité. On parle de Google, enfin d'Alphabet. Je voudrais qu'on détaille un peu cette notion de globalité, de monde global. Est-ce qu'une DAO, et je rappelle quand même qu'on essaie de voir un peu, de comprendre le fonctionnement d'une DAO par rapport à une organisation traditionnelle, est-ce qu'une DAO, elle peut être globale dès le premier jour? Ouais, ça fonctionne partout. En fait, il vous faut une connexion Internet. La seule contrainte, elle est là, mais que vous soyez sur la Lune, s'il y a de l'Internet, en Belgique ou en Louisiane, ça change rien. Le scaling des équipes n'est pas contraint par les infrastructures et les frictions administratives. Ouais, donc global ou local, ça ne veut pas dire grand-chose pour une DAO. Elles sont juste construites pour le monde d'aujourd'hui, un monde numérique. Les distances, elles sont un peu hors sujet sur Internet. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, rien n'empêche en fait une DAO, si elle veut par exemple lancer un produit réglementé dans un pays X ou Y, sur place en fait de créer une structure juridique qui est adaptée à la réglementation, mais qui va être possédée par la DAO. Donc en fait, on voit qu'elles peuvent posséder des structures ou intervenir à l'intérieur de structures existantes. On a vraiment une complémentarité en fait, un tango qui existe entre les structures traditionnelles et puis les DAO en fait. Et là, on voit que ce qui compte dans la DAO, c'est la raison d'être, c'est le pourquoi, c'est l'objectif commun et partagé. C'est vraiment ça qui compte. Le reste, c'est opportuniste. Objectif commun et partagé. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en agilité. Et c'est le moment peut-être de parler justement, est-ce que les DAO sont agiles par défaut? Agile par défaut, oui et non. C'est-à-dire, pour le oui, l'infrastructure sur laquelle elles sont basées, c'est-à-dire des blockchains publiques, permet en théorie une agilité qui est infinie. C'est un avantage compétitif majeur en comparaison des cadres administratifs des organisations traditionnelles. Le non, c'est que les humains qui vont composer la DAO, eux, ils peuvent ne pas être agiles du tout. Donc en fait, la DAO permet des choses, mais si les humains veulent se comporter de manière très hiérarchique, statique, et se contrôler les uns les autres, et s'empêcher de faire des choses, ils peuvent le faire. C'est à eux de décider. Ils choisissent de s'organiser comme ils ont envie. Et donc les comportements, les valeurs et la culture des individus qui composent la DAO fera qu'elle est agile ou pas. Et on appelle souvent ça le layer 0. En fait, c'est la couche humaine. La DAO permet tout, permet beaucoup, mais c'est les humains qui décident. Ouais, on retrouve cette idée que les individus sont à la fois le système immunitaire d'une DAO en cas de problème, comme une limite potentielle à son efficacité. Et que la culture, elle fait tout et que la DAO n'est qu'un outil. C'est trop ça. Dans une organisation classique, traditionnelle, en fait, les freins peuvent venir des individus. On aura des individus qui ont des réflexes peu agiles, et voilà. Mais aussi de la structure administrative, en fait. Donc, on va avoir des freins des deux côtés. Dans une DAO, et c'est là où on voit qu'on a un avantage compétitif qui est assez flagrant en faveur des DAO, c'est qu'on va avoir des freins potentiellement de la part des individus,
mais il n'y en a pas sur l'infrastructure sur laquelle la DAO est posée. Et donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre raisonnablement à une croissance majeure de ce secteur. Une croissance finalement que pourrait faciliter l'agilité. Peut-être qu'on peut terminer cet épisode en détaillant un des cadres de l'agilité. Je veux parler de Scrum et essayer de comprendre de ce qu'il apporte ou ce qu'il pourrait apporter au DAO demain. Alors on a parlé des DAO, mais Scrum dans tout ça. Alors ouais, Scrum, c'est un cadre d'amélioration continue qui vise à soutenir les équipes dans l'atteinte de leurs objectifs business. C'est de l'impact qu'on veut. C'est basé sur l'empirisme et sur des règles du jeu communes, comme en sport collectif, en volley, en foot, en rugby. C'est ce qui en fait une approche qui est redoutable pour adresser toute la complexité et l'incertitude en fait, de notre monde, notamment les environnements économiques qui bougent dans tous les sens, technologiques ou sociaux qui sont chaque jour plus complexes. Oui, alors c'est intéressant, c'est que Scrum à la base, c'est vraiment vécu comme quelque chose qui vient de l'informatique et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est une inspiration dans de plus en plus de domaines économiques, industrie de la défense, produits physiques, grand public, recherche, médecine, finance, force spéciale militaire et bien sûr, on tombe sur nos pieds, le numérique. Et c'est vraiment. Et est-ce qu'on a quelques exemples dans ces industries-là? En fait, je suis mal à l'aise tellement on a des exemples. C'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre d'un point de vue planétaire, alors souvent de manière frelatée, mais certaines le font avec énormément d'efficacité. Ce qui me vient en tête tout de suite, mais ce n'est pas forcément les meilleurs exemples du monde, on pourrait prendre la banque ING, ou alors on pourrait prendre le CRM Salesforce, ou alors dans le domaine de la défense, en fait, l'avion de chasse qui est construit par Saab AB, qui est fait tout simplement en Scrum aussi. Mais alors, finalement, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que peu de DAO utilisent le potentiel apporté par leur infrastructure. On a l'impression que Scrum est largement sous-estimé. Ouais, le Scrum et l'agilité en général, en fait, sont largement sous-estimés. Et c'est assez marrant parce qu'on a une infrastructure qui permet une agilité incroyable, mais qu'en fait, ce qu'on appelait tout à l'heure un peu la couche zéro, le layer zéro, en fait, bref, les humains qui sont dedans, en fait, globalement, on a tous été formatés autrement sur des organisations traditionnelles et on tente à reproduire ça, alors qu'en fait, on a des véhicules qui nous permettraient d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est très, très optimiste sur le futur de cet écosystème, sur la croissance qui est déjà assez folle, mais dont on pense que ça va aller beaucoup plus loin. Et c'est surtout la raison d'être de ce podcast. Moondrop, c'est pour vous faire bénéficier à vous qui dirigez ou travaillez dans des sociétés de l'innovation du monde des DAO pour plus d'agilité. Moondrop, c'est pour vous faire bénéficier à vous qui êtes membre de DAO, de l'état de l'art en agilité pour accélérer davantage. François et moi, nous avons eu envie de vous partager 2 ressources pour aller plus loin. Les DAO sont-elles le futur des organisations agiles? Un article de François qui est à l'origine de ce podcast et que vous retrouverez en commentaire. Et puis un article de Bankless en anglais, How to Launch a DAO, qui est à la fois pratique et accessible. Thibaut et moi, on est heureux en fait de partager cette exploration de l'agilité et des DAO avec vous. Posez vos questions, partagez vos idées et envie de sujet. Moondrop, c'est votre podcast. Abonnez-vous, likez Moondrop et rendez-vous le mois prochain.